Bonjour. Alors, on va revenir sur le lemme de Gliese-Bieno. On va montrer que c'est un lemme époustouflant, encore une fois. On a déjà vu qu'il était à la fois théorique, dans le sens que il était capable de nous montrer les bases des propriétés du déterminant, voilà, et pratique, puisqu'il nous permet d'obtenir une combinatoire pour calculer, par exemple, le déterminant d'une matrice qui est inscrite dans le triangle de Pascal, une matrice quelconque carrée, hein, inscrite dans le triangle de Pascal, c'est quand même un truc assez extraordinaire. Donc on a vu ça précédemment. Ce lemme, il dit quoi? Il dit que si j'ai une matrice qui possède des coefficients dans un anneau qui correspondent à des poids, les MIJ correspondent à des poids dans un graphe, alors c'est un graphe acyclique, donc il n'y a pas de donc orienté évidemment, acyclique, pondéré par des éléments d'un anneau, et on a fixé dans le graphe n.A et n.B, et on va aller de A vers B par des chemins du graphe, qui sont pondérés, et donc les chemins sont pondérés du coup par les arêtes qui sont pondérées. Voilà. Eh bien, le lemme nous dit que si les MIJ, c'est la somme pour tous les chemins allant du point AI vers le point BJ, des poids des chemins, finalement, alors le déterminant s'écrit facilement avec des systèmes de chemins, mais des systèmes sans intersection. Et ça, c'est énorme. Énorme ou gigantesque? C'est-à-dire que l'élimination de tous ces systèmes qui auraient des intersections et qui sont éliminés dans le calcul grâce, si vous regardez la preuve du lemme, c'est vraiment, voilà, c'est 5 minutes, hein, la preuve du lemme, hein, allez la revoir, hein. C'est juste cette élimination, c'est une élimination 2 par 2 grâce à une involution avec un epsilon égal à -1, c'est un truc assez incroyable, et ça nous élimine un nombre considérable de situations, et donc le calcul est simplifié, et on arrive souvent à des objets purement combinatoires. Donc c'est assez génial, et on va voir là maintenant une application au polynôme symétrique. Donc les poids, ça va être dans la K-algèbre, on va dire, des polynômes à n variables, hein, 1 à n. Je rappelle les polynômes symétriques élémentaires. On prend toutes les parties à j éléments parmi n, hein, d'accord? Donc il y a une somme à j parmi n éléments. Et regardez, on va regarder un tout petit déterminant qu'on peut faire à la main, là pour l'instant encore. E1, E2, 1, E1, c'est-à-dire somme des xi, là je mets 1, somme des xi, xj avec i strictement inférieur à j, bien ici, somme des xi, voilà. Donc vous voyez bien, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire ça fois ça moins ça fois ça? Ben, ici je vais avoir les carrés des xi, et je vais avoir des doubles produits, mais quand je vais soustraire, je vais avoir plus qu'un simple produit. Bilan des courses, j'ai la somme des xi, xj, mais cette fois-ci pour i inférieur ou égal à j. C'est-à-dire qu'il y a les termes carrés et les termes non diagonaux, hein, de cette forme quadratique-là. Eh bien, ça veut dire que j'ai la somme de tous les monômes de degré 2. Alors, ce que j'appelle le degré, hein, c'est quand je fais la somme de tous les degrés de chaque variable. Hein, d'accord? Ici, c'est de degré 2, dans le sens que c'est 1 plus 1. J'appelle HK la somme de tous les monômes qu'on peut faire là-dedans de degré n, c'est-à-dire la somme des x1, d1, etc., produit un xn, dn, ou la somme des di vaut k, les di étant évidemment positifs ou nuls. Par exemple, si je fais h3 de x1, x2, pour faire simple, j'ai x1 cube plus x2 cube plus x1 carré, x2 plus x1, x2 carré. Voilà. Alors si j'avais x3, j'aurais d'autres termes, j'aurais même les termes x1, x2, x3. Hein. Et les HK sont appelés les polynômes symétriques homogènes complets. C'est-à-dire qu'on a tous les monômes. On prend tous les monômes, il n'y a pas mieux. Bien. Eh bien, on voit que
quand on calcule ce déterminant, avec les E, on obtient H. Eh bien, faites le calcul tant qu'on peut le faire à la main. Vous prenez H1, H1, H2, 1, ici, voilà. Eh bien, vous allez tomber sur 2. Mystérieux. Plus généralement, vous prenez ce déterminant avec que des E1 ici, des 1 ici, des 0 là, et là, une diagonale de E2, une diagonale de E3, jusqu'à EK. Voilà, donc c'est un déterminant K par K. Eh bien, ça fait HK. Et, dualité quand tu nous tiens, quand vous faites la même chose mais avec des H, c'est-à-dire vous mettez des 0, ici une diagonale de 1, la diagonale principale H1, puis H2, H3 jusqu'à HK, et bien vous tombez sur EK. Bon. Alors quand on tombe là-dessus, on se dit que c'est pas juste du petit calcul, que derrière, il y a des objets monstrueux. Hein. Et en vrai, il y a de la théorie des représentations, et derrière cette théorie des représentations, il y a des variétés, il y a de la cohomologie des variétés, il y a des choses énormes. Énorme ou gigantesque. Donc là maintenant, bon, c'était le teaser, on va montrer pourquoi c'est vrai, mais en fait on va montrer beaucoup plus, et grâce à ce lemme de Gessel-Vienno. Alors voilà le résultat qu'on va montrer. On va partir d'une partition, d'accord, qu'on appelle lambda, donc une partition, ça va être la partition d'un nombre k, hein. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, ce sont des nombres naturels strictement positifs et ordonnés, comme ceci. Là, je vais prendre par exemple 2 supérieur à 1, supérieur à 1, donc ça nous fait une partition du nombre 4, et je vais l'écrire sous forme avec des cases, comme ça, des tableaux de Young, donc 2, 1, 1, avec des cases. Parce que ces cases vont être amenées à recevoir des nombres. Donc maintenant, je définis la partition duale. Au lieu de prendre horizontalement cette partition, je vais la regarder verticalement. Au final, qu'on regarde horizontalement ou verticalement, ce sera toujours le même nombre de cases, donc ça partitionne le même élément, mais c'est la partition duale. Ici, je vais avoir 3 et 1, d'accord, verticalement, donc je mets 3, 1 comme ceci, et c'est la partition lambda prime, qui n'a pas le même nombre d'éléments dans la partition, hein. Ici c'est R, ici c'est R prime, mais c'est la partition 3 supérieur ou égal à 1. Voilà, et maintenant, le théorème dit la chose suivante. Le déterminant, alors pour ces polynômes symétriques complets, hein, qu'on a vu tout à l'heure, H, le déterminant de la matrice, qui est une matrice RR, H lambda J plus I moins J, d'accord, ça va être une matrice, c'est égal au déterminant de la matrice, cette fois-ci R' de taille R', E lambda prime J plus I moins J, voilà. Ces deux déterminants sont égaux. Donc ça, vous voyez l'énormité de la formule. Et c'est égal, en plus, hein, ce sont des polynômes à coefficient dans n. C'est là où on voit qu'il y a les dieux de la géométrie qui sont au-dessus de tout ça, hein, de ces petits calculs. Ici, on a une somme de ce que je vais appeler x puissance t, donc ça va être un monôme, d'accord ? Ça va être un polynôme évidemment symétrique, à n variables, et ça va être un monôme où t décrit ce qu'on appelle les tableaux de Young semi-standards de forme lambda, où lambda c'est ça. Donc on verra ce que c'est les tableaux de Young semi-standards avec la preuve. Pour l'instant, voilà, on va démontrer que ça c'est égal à ça, ça c'est égal à ça. La première égalité, c'est l'identité de Jacobi-Trudi, bien connue de tous les gens qui font de la combinatoire. Et la seconde, c'est l'identité duale de Jacobi-Trudi, c'est Nagelsbach-Koska. Voilà. Donc vous voyez que le petit lemme de Gessel-Vienno va nous prouver des énormes formules incontournables en combinatoire. Déjà pour commencer, une petite remarque. Juste si vous prenez lambda, c'est la partition de K, juste c'est K, d'accord ? Donc qui va s'écrire sous forme
forme de tableau du Young comme ceci. Donc là, il y a K cases. Et évidemment, sa partition duale, c'est lambda prime, bah, ça va être 1, 1, 1, 1, 1, 1, d'accord? Vous regardez en vertical. Et là, donc, vous la mettez comme ceci, voilà, que des 1. Eh bien, ici, vous allez avoir R égale 1, donc vous allez avoir un déterminant 1, 1, et on va avoir juste HK. Et là, vous allez avoir un déterminant de K par K, et ça va être exactement ce déterminant-là, hein, parce que ici, on n'aura que des 1, donc la diagonale, donc sur la diagonale, I égale J, donc on n'a que des 1, donc E1. Et après, quand on descend, I devient de plus en plus grand par rapport à J, on a E2, E3 jusqu'à E4, et en haut, quand on monte, on a E0, E0 par convention, c'est 1, pareil pour H0, H0 par convention, c'est 1, et ensuite, les H négatifs et les E négatifs, ça vaut 0. D'accord ? Bon. Donc, on retrouve les formules du teaser que je vous avais montré tout à l'heure. Bien. Alors, allons-y. On va donner la preuve de ce théorème. On va le donner, bon, sans manquer de généralité, le mieux, c'est de regarder la preuve sur un exemple et on va voir que ça marche très bien. Après, ce serait juste plus pénible de mettre ça en place dans un cadre plus général, mais vous voyez que ça marche bien. Je vais prendre donc cet exemple-là, avec le dual ici, et il faut que je choisisse, tout est dans le choix d'un graphe acyclique. Là, le choix n'est pas compliqué, je vais prendre réseau Zn, Z2, et ici j'oriente vers la droite, et j'oriente les arêtes vers le nord. Toutes les arêtes comme ceci vers la droite, eh bien, ici, ces arêtes-là sont pondérées par x1, ici x2, x3, x4, etc. Donc les monômes de degré 1. Et les arêtes verticales sont pondérées juste par 1. Donc elles seront invisibles parce qu'on fait des produits en fait, de pondération. Alors maintenant, c'est pas fini, il faut encore choisir des points. Alors je vais choisir, comme je vais prendre un déterminant 3, 3 ici, je vais choisir 3 points, A1, A2, A3, et 3 autres points, B1, B2, B3, que je choisis. Alors sur quelle ligne? Les AI, c'est sur la ligne 1, et les BI, c'est sur la ligne, là ici c'est 4, mais en général c'est N, ou N, je vous ai dit, c'est le nombre d'indéterminés. Les AI, ici, ils sont placés les uns après les autres, sans se poser de questions. Et les BI, évidemment, vous avez compris, là, il y a un décalage de 2, à cause du 2 là. Là, il y a un décalage de 1 par rapport à A2, à cause du 1 là. Et là, on a un décalage de 1. Alors maintenant, regardez, quand vous allez aller de A1 vers B1, donc vous allez chercher ce terme-là, vous allez faire la somme de toutes les pondérations des chemins. Mais les chemins, regardez, pour aller de là vers là, quand vous suivez les flèches, vous avez x1 carré, et là c'est 1, donc x1 carré. Là, vous allez avoir x1, x2. Là, vous allez avoir x2 carré. Après, vous allez avoir x2, je sais pas, x3, ou x1, x3, etc. Donc, on va obtenir, pour aller de A1 vers B1, tous les monômes qui sont de degré 2, puisque tout ce qui compte en pondération, c'est ce qui est en horizontal, et donc, comme il y a en horizontal la différence des abscisses, ici c'est 2, donc on va avoir H2. Voilà, comprenez bien qu'ici la pondération, c'est H2. Entre A2 et B1, ça va être H3. Entre A3 et B1, ça va être H4, etc. Entre A1 et B2, vous voyez qu'il y a on peut aller que tout droit, d'accord? Donc la pondération c'est 1. Entre A1 et B3, là il y a 0 chemin, c'est pas possible. Donc voilà pour la matrice M, c'est facile. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit le lemme de Kessel-Vienno? Il nous dit que le déterminant de M, c'est la somme des S sans intersection des poids de S avec un epsilon. Mais vous voyez bien que si vous décidez de ne pas croiser, c'est-à-dire de prendre autre chose que l'identité dans la permutation qui va des AI vers les BJ, forcément vous allez vous croiser. Donc le fait d'être sans intersection fait, comme dans la première vidéo,
que la seule permutation possible du système, ici le chemin, ça va être évidemment l'identité. Donc ici, vous y avez gagné de la combinatoire. C'est-à-dire ici, vous avez quelque chose qui va être positif, ce qui va nous donner ce n-là. Déjà, ça c'est très très fort. Et maintenant, comment on va faire pour que les chemins ne se croisent pas quand même? Parce que c'est pas parce qu'on a imposé l'identité que les chemins ils vont pas se croiser. Alors regardez, je vais ici créer un système de chemin en lui associant ce qu'on appelle un tableau semi-standard de forme lambda. Donc la forme, elle reste, c'est la forme de départ. Ça veut dire que je vais remplir, je vais mettre des choses dans ces cases. Alors ici, je fais mon chemin. Alors regardez mon chemin. Je vais monter, donc là, c'est 1. Ici, je vais prendre x2, x2. Donc là, ça veut dire que je vais mettre 2 fois 2 sur celui du haut. Hein, celui du haut. Puis, le deuxième. Ici, là, vous voyez que je ne peux pas bifurquer. Là, je ne peux pas mettre un 1 ici. Je ne peux pas mettre un 2 non plus. Je suis obligé de mettre un 3 ici, parce que je veux éviter de toucher celui-ci. Voilà. Donc, là, je vais mettre un 3. Et ici, vous voyez bien que je ne peux pas bifurquer. Je suis obligé de bifurquer au dernier moment avec un 4. Alors, ça veut dire quoi? D'abord, ce système de chemin, je lui associe donc un poids. Ça va être x2 au carré, donc x2 fois x2, fois x3, pour lui, fois x4. Le reste, c'est des verticales, c'est des 1. Donc, c'est ce que je vais appeler x puissance t, ici. T, c'est quoi? T, c'est mon tableau de Young semi-standard. Donc, il est de forme lambda, donc la forme au départ. Et ça veut dire quoi, semi-standard? Ça veut dire que là, à ce niveau-là, sur les horizontales, je suis en croissance, et sur les verticales, je suis en stricte croissance, en descendant. En allant vers la droite, je suis en croissance, et en allant vers le bas, je suis en stricte croissance. Alors vous voyez bien que c'est exactement ça, la condition de ne pas s'intersecter. C'est-à-dire qu'ici, forcément, vu le sens des flèches, je suis en croissance, mais, donc sur les horizontales, ce sont les départs des AI, et là, sur les horizontales, je suis en croissance, parce que je peux aller tout droit, comme ceci. En revanche, je ne peux pas descendre, parce que ce serait contre le sens des flèches. Mais je peux monter, évidemment. Là, par exemple, j'aurais pu prendre 2, 3. J'aurais fait 2, 3 ici. Voilà. Et là, je suis en stricte croissance, parce que sinon, il y aurait une intersection. Donc, je peux commencer à aller vers la droite à partir du moment où j'ai dépassé l'élément qui est ici. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un remplissage semi-standard du tableau de Young. C'est-à-dire quand on a mis des chiffres, ici de 1 à 4, voilà, en général de 1 à n, je vous rappelle que 4 c'est mon nombre de variables dans l'exemple, voilà, eh bien le lemme de Guessel-Vienno nous dit que ce déterminant-là est égal à cette somme-là, exactement. Alors maintenant, on va voir la partie duale, c'est-à-dire, donc ça, on vient de montrer Jacobi-Trulli, et bon, sur un exemple, mais l'exemple est général, il n'y a rien qui va vous rajouter une quelconque difficulté si on est dans le cas général. Et on va voir aussi donc, son pendant dual, la formule donc, de Nagelsbach-Kostka. Vous allez voir que ça va nous demander une pondération assez tricky du même graphe. Alors allons-y pour Nagelsbach-Kostka. Eh bien, regardez ce qu'on va faire. On va prendre finalement le même graphe, c'est-à-dire toujours orienté est et nord, et on ne va pas placer les points au même endroit. On va voir comment on va placer les points. D'abord, les pondérations. Eh bien, on fait des diagonales au lieu de faire des horizontales. Donc, tout ce qui va être entre ces deux diagonales, ici, toutes les flèches qui vont vers la droite,
voilà, entre ces deux diagonales vertes, vont être pondérés par le monôme x1, ici c'est x2, x3, x4. Ensuite, les AI, on va les mettre sur la première ligne, ici verte, la première diagonale finalement verte, et ici, on va placer les BI après la nème intervalle. Ici, après, on a décidé qu'il y avait 4 variables, donc on va prendre 4 intervalles, et ici, c'est cette diagonale-là sur laquelle on va mettre les BI. Les AI, il y a A1, A2, on va de la droite vers la gauche, ils se suivent, ils se succèdent, donc c'est un par un, hein. Si j'avais dû en mettre 4, j'aurais mis 1, 2, 3, 4, ils se suivent. Mais pour les B, il va falloir qu'il y ait un décalage, de sorte à ce qu'il y ait la différence des abscisses, hein, entre BI et AI, la différence des abscisses est donnée par le tableau de Young. Donc ici c'est 3, 1. Donc ici on va avoir une différence d'abscisse de 3, et là une différence d'abscisse de 1. Voilà. Donc ça, on a toujours abscisse ici et ordonnée là. Et voilà, maintenant, top départ, lemme de Kessel-Bienot. On y va. D'abord, M', donc la matrice, il va falloir regarder tous les chemins possibles pour aller, par exemple, pour ce terme-là, de A1 vers B1. Et bien oui, regardez, vous allez avoir x1, x2, x3, voilà, plus x1, mais là c'est x3, x4, plus x1, x2, et on monte ici. Donc je vous rappelle que ici c'est toujours 1, hein, les verticales c'est 1. Donc x4, plus, vous voyez, hein, x2, on fait x2, x3, x4. Donc bref, vous avez compris, c'est E3 à 4 variables. Hein, donc tous les monômes de degré 3, sans répétition cette fois-ci, c'est la magie des diagonales. Hein, vous avez compris ça. Voilà. Bon, de la même manière, si on veut aller de A2 vers B1, donc ce terme-là, et ben là, on est obligé d'aller tout droit, et là c'est x1, x2, x3, x4. Et à 4 variables, c'est exactement E4. Le monôme x1, x2, x3, x4, voilà. Pour aller de A1 à B2, il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin vertical. Donc les verticales c'est 1, ici on a 1. Et pour aller de A2 vers B2, eh bien on choisit son chemin, donc là x1, et on monte, ou plus x2, plus x3, plus x4. Bon, donc c'est exactement E1. Voilà, les polynômes symétriques élémentaires, finalement, on les retrouve grâce à cette verticale. Chose vraiment géniale. Bon, maintenant, le lemme, on applique le lemme. Le déterminant de M', c'est les sommes des S sans intersection des poids des sommes fois les signatures. Mais on voit bien, encore une fois, que comme on a mis les choses, si on devait croiser ici B1 et B2, eh bien, il y aurait de l'intersection, alors qu'on veut quelque chose sans intersection. Donc, comme il n'y a pas d'intersection, eh bien, forcément, on est obligé d'avoir l'identité comme permutation associée au système de chemin. Donc ici, on a des 1, puisqu'on n'a que l'identité. La signature de l'identité, c'est 1. Et on a cette somme-là. Et maintenant, eh bien, regardez la chose. On va prendre finalement, je vais prendre finalement le système de chemin dual ici. Regardez, vous allez avoir ici, bien, je peux faire ce que je veux pour aller de A1 vers B1, mais on va avoir toujours une stricte croissance. Pourquoi? Parce que, donc ici, j'ai une stricte croissance sur l'horizontale, parce que comme je vais de la gauche vers la droite, et du bas vers le haut, évidemment, eh bien, ici, les diagonales m'obligent à avoir, à chaque fois, quelque chose de strictement, une pondération de xi strictement supérieure. Je ne peux pas avoir, comme tout à l'heure, vous voyez, un x2, x2. C'est ma pondération qui fait ça. Donc ici, c'est strictement croissant. Là, vous voyez que je ne peux pas aller de là vers là. Donc, je ne peux pas faire un 1. Par contre, je peux faire un 2. Vous voyez, ici. Donc, c'est croissant sur la verticale, mais pas strictement.
Donc finalement, je retrouve sur le tableau de Young dual la même règle que j'avais sur le tableau de Young de départ. En fait, la règle est différente si on la regarde sur le dual, mais si je l'avais regardé sur le tableau de Young de départ, eh ben ce serait exactement la même règle. Ce qui veut dire que le déterminant de Young', c'est aussi cette formule-là. Donc, j'ai la formule duale de Nagelsbach-Kotzka et j'ai le théorème. C'est... Il n'y a pas de mots pour dire ça.